C'est l'heure du débrief sur Média TV Afrique. Merci de nous rester fidèles et merci de nous recevoir chez vous pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. 5 ans après, la menace terroriste continue à planer en Côte d'Ivoire. Les forces de sécurité de la Côte d'Ivoire ont été la cible de 2 attaques terroristes dans le nord, près de la frontière avec le Burkina Faso. Et depuis 2019, le Bénin est confronté à un défi sécuritaire suite au double enlèvement des ressortissants français. Ces attaques répétées sont-elles le symbole d'une expansion des groupes terroristes vers le golfe de Guinée? Quelle politique efficace de lutte contre le terrorisme sur le continent? Élément de réponse en première partie d'émission. Le Mozambique est également touché par des attaques terroristes. Le 24 mars dernier, des groupes rebelles ont pris la ville portuaire de Palma dans la région de Cabo Delgado. Un assaut spectaculaire qui a fait de nombreux morts et des milliers de déplacés. Le Mozambique dispose-t-il des moyens efficients pour lutter contre le terrorisme dans le pays? Vous le saurez en fin d'émission avec mes invités du jour. Mamadou Sy Albert, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Nous avons également le plaisir de recevoir sur le plateau du débrief Jocelyn Djeria, analyste en paix et sécurité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci. Alors nous parlons évidemment de la zone du golfe de Guinée qui est devenue en quelques années le théâtre des actes terroristes. Que sait-on concrètement sur la menace dans cette zone? La menace dans cette zone vient effectivement des pays comme le Mali et comme le Burkina Faso. Donc souvent ces pays sont la base arrière de groupes terroristes et qui n'ont aucun mal à se mouvoir dans cet espace qui est considéré comme un petit village. L'Afrique de l'Ouest, c'est comme un petit village avec la liberté de mouvement des biens et des personnes, et de circulation surtout de biens et de personnes. Donc ces menaces-là viennent surtout de ces bases arrières. Oui. On parle également de 2 pays qui sont beaucoup touchés par ces attaques terroristes. On parle de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Revenons sur le cas de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit dans mon introduction, 5 ans après l'attentat de Grand Bassam, pourquoi la réponse apportée par les autorités à la menace terroriste n'est-elle pas efficace, Albert? Bon, je crois qu'il y a d'abord l'absence d'anticipation. La Côte d'Ivoire n'a pas anticipé, comme du reste beaucoup de pays africains. À partir du moment où le Sahel devient une zone de conflit permanente, la Côte d'Ivoire n'a pas anticipé ce mouvement-là. Et je crois que la Côte d'Ivoire devient, si vous voulez, une sorte de pression. C'est un grand pays. Mais qui n'a pas anticipé, qui n'a pas aussi mis en place, je crois, un dispositif de sécurité national. Il n'y a pas eu également une coordination entre la Côte d'Ivoire et les autres pays africains, malgré les attaques que la Côte d'Ivoire a connues il y a quelques années. Non, pas de Grand Bassam, évidemment, attaque terroriste. Il y a eu près de 19 morts, il y a eu une surprise, tout le monde était inquiet et la Côte d'Ivoire n'a pas jusqu'à présent, à mon avis, trouvé la réponse qu'il faut, c'est-à-dire un dispositif sécuritaire, mais également une unité nationale autour de la question contre le terrorisme. Et enfin, là, au niveau de l'Afrique, la Côte d'Ivoire n'a pas encore pris une initiative à la hauteur du danger. Et si on regarde aussi pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est peut-être le grand pays économiquement dans cette zone-là. Et c'est la raison qui explique aujourd'hui que la Côte d'Ivoire soit dans le collimateur de ces groupes terroristes au détriment d'autres pays comme le Ghana ou le Togo, par exemple. Voilà, le Ghana, le Nigeria, ces grands pays africains sont à comparer avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un géant économique dans cette zone. Et donc, je crois que les djihadistes, quand même, surtout ceux qui sont au niveau de Boko Haram, ils sont en train de développer une stratégie. Il y a beaucoup de groupes qui essaiment un peu partout. Et le cas de la Côte d'Ivoire est un exemple que tant qu'il n'y aura pas une réponse sécuritaire et une unité nationale de toutes les forces politiques de la Côte d'Ivoire seule ne peut pas faire face. On l'a vu au Nigeria, on le voit à peu près au Tchad. Donc c'est difficile qu'un pays puisse-t-il être un géant économique.
il ne peut pas faire face à ce mouvement-là. On parle évidemment de solidarité africaine, même dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, Jocelyn, pourquoi évidemment, on a parlé que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue la cible des attaques terroristes. Et s'il fallait multiplier ces attaques-là, est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer que c'est une forme d'expansion des groupes rebelles vers le golfe de Guinée? Vous savez, le terme d'expansion de groupes rebelles vers le golfe de Guinée a été lâché en février 2021 ou 2020. 2020. C'est 2020. A été lâché par le chef des renseignements, le patron des renseignements français, qui aurait eu l'inattention de déclarer que c'est les groupes terroristes actuels qui font l'actualité sont en train d'avoir des projets d'expansion. Ce à quoi le gouvernement ivoirien, étant le premier, le gouvernement ivoirien a répondu que non, nous avons une stratégie qui est déjà là, nous avons une stratégie de prévention. Et effectivement, cette stratégie de prévention, elle est axée autour du plan d'action de l'Union africaine. Vous savez, en 1999, bien avant l'avènement du terrorisme aux États-Unis, comme on dit, tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'Union africaine, les États africains se sont dotés d'une convention pour la prévention et la répression du terrorisme. Et dans le cadre de cette convention, plus tard, ils ont adopté une loi modèle. Après, ils ont aussi adopté un plan d'action. Et la Côte d'Ivoire, ces attaques qui ont eu lieu, ce sont les quelques attaques qui ont pu échapper à la vigilance des autorités. Oui, mais est-ce que ça symbolise l'expansion de ça ne symbolise pas. Quand on parle d'expansion, on parle aussi d'ancrage. Et ce n'est pas le cas, selon vous? Non, ils ne sont pas. Pour moi, ce sont des groupes qui viennent commettre des incursions et qui repartent dans leur base arrière. D'accord. Donc, on ne peut pas parler d'expansion tant on n'a pas planté le drapeau quelque part, on n'a pas occupé un territoire et violé la souveraineté d'un État. En parlant de ça, mon cher Albert, alors évidemment, accélérer les opérations militaires et le renforcement des contrôles aux frontières est une excellente chose. Mais à ce stade de la menace, est-ce que les États côtiers ne devraient-ils pas privilégier des opérations ciblées sur la base d'échanges de renseignements entre États? Vous l'avez souligné déjà au début de votre argumentaire. Renforcer ces échanges? Je crois que c'est un aspect, c'est une dimension de la lutte. La coopération au niveau des renseignements est un élément. Mais je crois qu'aussi au niveau des armées africaines, il faudrait que les chefs d'État prennent la mesure. La riposte sécuritaire, ça suppose que les armées africaines soient véritablement formées à ce type de guerre. Nos armées ne sont pas formées à ce type de guerre. Et également, au niveau des États, je crois que les États n'ont pas mobilisé les opinions. Mais Albert, est-ce qu'aujourd'hui les États africains ont les moyens justement de former ces militaires-là, ces soldats, quand on sait qu'un pays comme le Burkina Faso qui consacre un quart de son budget à la formation militaire et derrière on voit ce que ça donne, il y a toujours des attaques terroristes. Je crois que c'est la faiblesse de nos États. C'est ce qui se passe au Mali, c'est ce qui se passe au Niger, c'est ce qui se passe au Nigeria. Tous les pays africains font face à ces difficultés. On n'a pas véritablement mis l'armée dans les conditions de résistance et de lutte contre un tel mouvement. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect qui me semble important, vous avez en face de vous des groupes qui se déplacent, qui se multiplient, qui se réorganisent. Aujourd'hui, toutes les forces terroristes sont en train de se réorganiser. Si vous voyez la puissance de frappe de Boko Haram, de AQMI, de Al-Qaïda, mais c'est des organisations qui sont en train de se reconstituer. Et nos États, si on n'a pas d'armée, si on n'a pas de mobilisation populaire, je veux dire les médias, même la société civile, on ne peut pas faire face à ce type de guerre-là. Et je crois que c'est à ce niveau-là, peut-être que l'Union africaine, comme il l'a souligné, il y a des efforts, il y a des efforts en termes de consensus pour avoir une stratégie commune, mettre en place des dispositifs, mais il faut aller plus loin. Parce que l'Union européenne, par exemple, ou même les États-Unis, si vous voyez ces pays occidentaux, mais ont pris la mesure du danger. C'est une guerre qu'ils ont déclarée. Donc il y a un budget qui est là, il y a des moyens militaires, il y a des moyens de renseignement, il y a également l'opinion publique qui est préparée. Je crois que les Africains doivent mesurer, en tout cas si la tendance actuelle se poursuit,
le terrorisme va être un terrible fléau pour les pays africains. Terrible fléau pour les pays africains, mon cher Jocelyn. Albert parlait tout à l'heure d'unir les forces des différents États touchés par le terrorisme pour lutter efficacement contre ces groupes rebelles. On a l'image aujourd'hui sur le continent, le G5 Sahel. On voit que financièrement, cette organisation n'a pas les moyens de lutter contre le terrorisme. Que faut-il faire concrètement, mon cher Jocelyn? Bien, mais avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir sur quelques points soulevés par Albert. Allez-y. Sur la coopération. Vous savez, il y a des pays, la coopération entre les États dans le golfe du Guinée est une réalité qui est là. Nous avons le Burkina Faso, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Mali, nous avons aussi le Bénin, appuyés par la France. Ces États-là ont une politique de collaboration très intense. Mais au-delà de cela, l'Union africaine a encore pensé et dessiné un cadre, l'Afripol, qui réunit toutes les forces de police et de renseignement du continent et qui échangent en temps réel des informations. Ce problème-là, c'est dû à la fluidité et à la porosité de nos frontières. Nous avons aussi des peuples qui vivent à cheval, qui ont cette aisance de circulation. Donc, c'est un peu plus difficile de contenir cela. Pour venir, la réponse la plus... même au Burkina Faso, il y a eu la réponse communautaire à travers le renseignement civil des communautés qui essayent de s'envoyer des alertes quand on voit quelqu'un de... Tout ça. Donc ça, c'est des efforts à saluer. Mais le plus grand problème, c'est la circulation et le non-contrôle des frontières. On ne sait pas qui entre. Il faut renforcer les frontières. On l'a souligné. On ne sait pas qui entre. C'est un facteur non négligeable. Mais on voit que derrière, ils arrivent toujours à entrer dans le pays. Oui, mais parce que ce sont les enfants de la région. Ils connaissent les points d'entrée. Vous voyez. Donc le problème, il est endogène avant d'être exogène. Effectivement. Ce sont les enfants de la région qu'on recrute. Ce sont des gens qui sont démunis qu'on recrute et à qui on donne un peu d'argent. Maintenant, pour revenir à la question du financement, vous savez, nos États sont des États pauvres. Sur la liste des États les plus pauvres de la planète, je pense que nous venons en tête de peloton quand on parle de mauvais rendement, quand on parle de pauvreté et tout. Vous voyez, l'Afrique, c'est comme une femme malade qui a des maux de tête, qui a plusieurs maladies sur la main, un cancer par-ci, une fistule par-là, plusieurs maladies, et donc il va falloir choisir le moindre mal. Et le plus souvent, c'est quoi? Les moyens font défaut parce qu'il s'agit le plus souvent de calmer le phénomène. Donc aujourd'hui, nous voyons que même les bailleurs de fonds qui ont promis de l'argent parce que les présidents tchadiens et nigériens sont allés en France rencontrer le président Macron pour pouvoir lui parler de cette promesse effectivement qui a été faite au G5 Sahel de pouvoir donner l'argent, mais jusqu'aujourd'hui, l'argent ne sort pas. Oui, mais est-ce que par rapport à ça, Albert, est-ce que ce n'est pas aussi à l'organisation de mettre en place une politique d'autofinancement? Moi, je crois que c'est ça le nœud de l'affaire. C'est difficile de comprendre la position des États africains. Quand vous regardez la France, elle défend ses intérêts. C'est clair que l'armée française, aujourd'hui, vous avez plus de 6 000 hommes en Afrique. Toutes les bases militaires françaises sont aujourd'hui là et actionnées au besoin, à tout moment. Mais qu'est-ce qui fait que l'Afrique ne voit pas le danger, la présence permanente de la France pour défendre les territoires africains? Ce n'est pas une bonne image, ça ne renvoie pas à une bonne image de l'Afrique à l'étranger. Et je pense que nos États doivent prendre la mesure du danger, que les armées, il faut équiper nos armées. Il faut travailler sur les renseignements. Et je crois que aussi, les moyens ne manquent pas à l'Afrique. C'est la volonté politique de prendre en charge la lutte contre le terrorisme. Et il a dit tout à l'heure, c'est des Africains, c'est des jeunes qui n'ont pas d'emploi, ils sont dans des territoires abandonnés par les États. Le terrorisme, c'est ça son terreau.
Mais justement, par rapport à ça, Albert, est-ce que opter pour une opération ciblée, je le disais tout à l'heure, sur le renseignement, est-ce que ce n'est pas une façon de regagner la confiance des communautés locales et ralentir l'infiltration terroriste dans cette zone? Mais bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, il est en train de prendre une place, il est en train de s'étendre, il est en train de s'installer. Le Sénégal qui était à l'abri, c'est maintenant clair. C'est clair qu'il y a un risque pour le Sénégal dans les prochaines années. Mais c'est la même chose pour tous les autres pays. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la chose, à mon avis, à sa juste hauteur. C'est les États africains qui risquent d'avoir une crise assez grave parce que nos États ne sont pas auprès des populations. Crise assez grave. On va y revenir, mon cher Albert. Jocelyn, est-ce qu'aujourd'hui, la contagion de la crise sahélienne, on en parlait tout à l'heure, au golfe de Guinée, représente-t-elle un facteur potentiel de régionalisation de la violence? Oui, parce que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, il y a une régionalisation des conflits. Que ces conflits soient à caractère politico-militaire, ou bien à caractère radicaliste dans le sens des actes terroristes, ce sont des conflits régionalisés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ces groupes, comme je l'ai dit souvent, sont à cheval entre plusieurs pays. Donc nous avons des peuples. Moi, j'appartiens à un peuple qui est présent au Tchad, au Cameroun, au Nigeria et en République centrafricaine. Donc ce serait plus facile pour moi, ou bien pour quelqu'un de ce groupe-là, de pouvoir passer entre les mailles, de se faire passer, peut-être pour un fils de cette zone-là ou pas. Ouais. Donc, non seulement nous avons cela, mais de l'autre côté, comme ça a été souligné, la porosité des frontières, et on ne sait pas. C'est très difficile. Aujourd'hui, par exemple, nous avons les Peuls, ils sont dans tous les pays, presque tous les pays sur la zone sahélienne. Le Nord Cameroun, on parle le Peul. Vous allez jusqu'au Tchad, on parle le Peul. En République centrafricaine, il y a les Peuls sont à la tête des groupes rebelles. Donc, ces gens-là, ils savent où recruter des gens qui peuvent passer facilement entre les mailles de la sécurité, des populations parfois qui sont utilisées, ce sont les populations nomades, mais ils sont, comme il l'a dit, ils se réorganisent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont plusieurs bases arrière. Donc aujourd'hui, ces groupes qui viennent attaquer le Bénin et la Côte d'Ivoire ont des bases arrière ailleurs. En parlant de bases arrière, justement, vous l'avez souligné, hein, Jocelyn, dans votre argumentaire, le patron du renseignement extérieur français, Bernard Émilé, alertait déjà sur la menace terroriste dans le golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire et le Bénin et d'autres pays touchés par des actes terroristes. L'alerte de Bernard Émilé a-t-elle été prise au sérieux, mon cher? Ben je crois en tout cas que son alerte a été entendue. Je crois qu'au moins au niveau de l'information, elle a été relayée. Et je crois que nos États également ont compris. Je donnais l'exemple du Sénégal. Aujourd'hui, c'est clair que le Sénégal est suffisamment averti. Avant même le chef du renseignement, les autorités françaises avaient alerté. Donc l'information est passée. Mais le problème, ce n'est pas à ce niveau. Il faut mener une bataille d'opinion. Le terrorisme, ce n'est pas quelque chose de léger. C'est beaucoup plus profond que ça. À mon avis, c'est peut-être la dimension qui manque, c'est cette dimension qui manque dans la stratégie de nos États. Ils ont l'information, ils savent les mécanismes d'expansion et de circulation, ils savent les difficultés, mais il n'y a pas une stratégie. C'est la stratégie qui fait défaut et on reste dépendant de la France. Et par rapport à cette dépendance, est-ce que la direction générale de la sécurité extérieure dispose-t-elle des signaux plus importants en ce moment que ceux des pays touchés, des informations évidemment, en parlant de signaux? Moi je crois, oui, nos États sont suffisamment informés. Et d'ailleurs, bon, je pense que les renseignements français aussi jouent une carte politique. Hein. Cette information, il faut la nuancer et la relativiser et la mettre en relation avec le problème que la France rencontre au niveau du Sahel. La France est en mal, la France, sa présence devient objet de toutes les critiques. On parle de la force Barkhane, évidemment. Voilà, donc elle est dans des difficultés. Ce renseignement d'expansion, les renseignements aussi jouent le jeu politique souvent de la France. Mais à mon avis, quelles que soient les capacités de renseignement
des Français ou des Occidentaux. Les Africains, ils savent. Vous regardez dans toutes nos universités aujourd'hui, les universitaires sont suffisamment imprégnés de la réalité du terrorisme. Les sociétés civiles sont suffisamment informées. Les populations et les médias sont suffisamment informés. Mais ce qui manque, c'est la volonté politique. À mon avis, c'est ça notre faiblesse. Et la France, puisqu'elle a plus de moyens, elle a plus de détermination, c'est elle seule qu'on voit. Et je pense qu'il faut faire, en tout cas les États africains doivent faire attention. Ce qui s'est passé dans les autres zones, la présence militaire américaine, elle a été obligée à un moment donné de se retirer. Et en parlant de se faire... France, le retrait justement de l'armée américaine, on parle aussi du retrait possible, en tout cas c'est ce qu'a laissé entendre le président français Emmanuel Macron, qui n'est pas contre l'idée de réduire les quelques 900 soldats installés sur la base militaire en Côte d'Ivoire. La France déploie également plus de 5000 hommes dans cette région depuis le lancement de l'opération Barkhane en 2014. Faut-il s'inquiéter, mon cher Jocelyn ? Moi, je crois que, contrairement à M. Albert, je suis convaincu que nos forces sont à la hauteur de la tâche qui les attend. Et bien avant, comme il l'a bien souligné, les États, comme le Bénin en 2020, avaient déjà décidé de mettre en place un plan d'action de prévention contre l'extrémisme violent. Et donc, ces États-là sont conscients de la menace. Et vous voyez aujourd'hui, par exemple, les armées du Tchad, du Niger, du Nigeria, qui sont un peu déployées partout. Le problème malien est un peu plus différent du problème d'extrémisme violent. Il y a ces deux groupes différents, mais vous voyez un peu l'armée tchadienne qui est un peu plus aguerrie, être déployée sur un peu tous les fronts et prêter assistance. Depuis les indépendances, nous avons eu des officiers, des très grands officiers qui ont été formés dans des grandes écoles. Nous avons West Point, Britannique militaire. Et ces gens-là, et comme M. Albert l'a dit, je vais le rejoindre, il suffit d'une volonté politique. La ressource humaine est là. Les hommes aussi sont là, ils sont prêts, mais c'est les manques de moyens qui restent. Donc, nous sommes là, c'est une crise qui est venue se greffer au problème c'est une crise parasitaire du problème de sous-développement que nous vivons. Voilà, donc, si au moment où les États prendront conscience du volet social du problème, c'est-à-dire qu'ils déploieront plus de moyens pour mettre à l'aise ou bien arriver à satisfaire les besoins primaires. Donc vous pensez qu'il y a également une réponse politique pour lutter contre le terrorisme aujourd'hui ? Oui, il y a une réponse politique, il y a une réponse sociale qui est là, parce que c'est un phénomène social qui est arrivé c'est des gens qui sont frustrés, qui ont des réclamations, qui veulent se faire entendre, qui ont aussi besoin d'exister quelque part. Donc, je crois fermement qu'avec la volonté des uns et des autres, nous pourrions arriver, mais il suffit, comme il dit, de mesurer l'ampleur du problème. Et le Timbuktu Institute fait de son mieux. Et le Timbuktu Institute est un peu sur tous les fronts. Nous avons des rapports, par exemple, sur la radicalisation des femmes, la radicalisation des enfants. Donc, il y a des travaux qui sont menés en amont pour aussi alerter non seulement les autorités, mais avec des projets qui sont lancés et qui sont mis en œuvre dans des zones pour pouvoir éduquer les populations. Justement, et revenons sur ce contexte. Alors certes, le contexte sahélien affecte les pays du Golfe de Guinée, mais le mode opératoire est très différent dans ces deux zones. Pourquoi, mon cher Albert ? Bon, en tout cas, pour ce qui est du Sahel, je crois que la crise libyenne, elle a accéléré le phénomène au Mali, au Niger. C'est des acteurs formés, organisés, qui ont déstabilisé le Mali. Maintenant, c'est le même scénario qu'on a au niveau du Golfe de Guinée. Boko Haram. C'est une organisation également qui est née, qui a grandi, dans le Golfe de Guinée, c'est des groupes qui sont éparpillés un peu partout. On ne sent pas une organisation avec une direction, avec des objectifs, avec un planning. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile de contrôler ces groupes-là. Alors que dans le cas, par exemple, classique,
l'organisation AQMI, on sait sa structuration, on sait comment ça évolue. Mais les groupes, c'est extrêmement difficile, d'autant que nos armées ne sont pas habituées à ce type de guerre-là. On n'a pas l'expérience du contrôle des frontières. Expérience de contrôle de frontières. Dernière question, avant évidemment de clore cette première partie. Jocelyn, doit-on renforcer la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso pour une meilleure coordination et coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme? Oui, nous avons un cadre dessiné par l'Union africaine à travers plusieurs instruments juridiques, à travers plusieurs conventions et à travers plusieurs institutions. Donc nous avons des institutions qui sont là, qui favorisent ces échanges-là. Sauf qu'aujourd'hui, moi je vois mal les pays venir dire que oui, nous échangeons avec tel pays ou bien tel responsable, mais il y a un travail de fond qui se fait. Mais comme il dit, c'est des gens qui sont, c'est une nouvelle organisation un peu pas structurée. Moi je parlerais plutôt de bandits de grand chemin. Je parlerai plutôt de petits groupes de bandits de grand chemin qui viennent, qui sèment la pagaille et qui, pour se faire un peu voir et se légitimer et pousser les autorités au gouvernement à la peur, demandent la protection des grands groupes terroristes que nous connaissons aujourd'hui. Et en parlant de terrorisme, on en parle en deuxième partie d'émission avec le Mozambique. D'ici là, garde le sourire, on revient dans une poignée de minutes. A tout de suite sur Média TV Africa. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième partie d'émission. Nous allons parler à présent du Mozambique. Alors depuis 2017, un conflit oppose les autorités mozambicaines aux terroristes dans le Cabo Delgado. Quel est le moteur de ce conflit, Albert? Je crois que le cas du Mozambique est très intéressant, en ce sens que c'est un pays qui a connu une guerre civile assez terrible. Et qui, 15 ans après la fin de ce conflit, est confronté au phénomène terroriste. C'est des jeunes, c'est eux qui ont constitué la principale organisation qui est en œuvre dans ce pays. Et je crois que du point de vue politique, je crois qu'il n'y a pas encore de réponse. L'État mozambicain n'a pas du tout géré cette question. Elle a pris de l'ampleur et aujourd'hui quand... Et pourquoi selon vous? C'est faute de moyens? Bon, il y a les moyens c'est évident, mais il y a aussi l'armée. L'armée mozambicaine, elle n'a pas d'expérience. Elle a été obligée aujourd'hui de faire appel à une société sud-africaine, aux Russes, des mercenaires russes, à des éléments extérieurs. Aux Américains. Aux Américains aussi. Donc ça veut dire que l'armée mozambicaine, malgré son expérience, malgré son vécu, le Mozambique n'a pas su construire une armée pour faire face à ce type de guerre. Pourquoi justement cette région est-elle devenue la cible des attaques terroristes, Jocelyn? La pauvreté. Comme il a si bien dit, c'est un pays qui a connu beaucoup d'atrocités, de guerres et tout ça. Donc c'est un pays qui est en reconstruction. C'est un pays aussi, vous savez, moi j'ai l'habitude de le dire, qu'il y a des États et il y a des nations. Et lorsqu'il y a des États, c'est-à-dire les gens, la population qui vit là, ils vivent ensemble, ils vivent là, ils vivent côte à côte, mais ils n'ont pas le vouloir vivre ensemble, ils ne s'identifient pas l'un à l'autre. Donc quand c'est comme ça, ces groupes-là peuvent facilement venir et monter les uns contre les autres. Tandis que lorsque nous sommes en face d'une nation, les gens s'identifient les uns aux autres, que malgré tout ce qui puisse exister, l'intérêt de tous doit être primé. Mais comme on dit, on n'a qu'un seul pays, donc on veille dessus. Oui, on veille dessus. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous voyez que ces gens-là, ils sont venus et ils ont quand même pu s'attirer la sympathie des populations locales. C'est ce qui se passe maintenant. C'est le nouveau mode opératoire des groupes terroristes. Ils viennent dans une région désœuvrée. Ils font, entre guillemets, des œuvres de bienséance. Ils donnent des moyens. C'est-à-dire que le pouvoir et l'argent. Ils donnent le pouvoir et l'argent aux jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes, comme il le dit, tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir être bien et pouvoir être puissant. Donc, on leur donne les deux sur un plateau d'or. Chose que le gouvernement ne le fera pas. Sûrement qu'on va leur demander de longues études, sûrement qu'on va leur demander d'intégrer un parti, les conditions. Donc, ils ne rentrent pas dans le moule préexistant.
Donc, on leur crée un univers dans lequel ils sont maîtres. Une jeunesse, mon cher Albert, qu'on a l'impression sur le continent, du moins dans certains pays, une jeunesse qui n'arrive plus à se reconnaître dans les plans d'action, dans le programme même des différents chefs d'État. Oui, absolument, c'est le constat. Et aussi ce qui est peut-être grave, on ne le dit pas suffisamment, c'est-à-dire c'est le système, l'écroulement du système éducatif dans les pays africains. C'est vraiment le facteur aggravant de cette situation. Les jeunes décrochent de l'école et on est en 2021. C'est très grave, c'est un recul très grave du point de vue politique que les États africains qui ont quand même eu de l'expertise, qui ont connu l'école, qui ont connu le système éducatif, nos États ont été fondés par cette élite qui est sortie des écoles. Revenons à l'attaque au Mozambique, dans la région de Cabo Delgado, une région, vous l'avez dit, aujourd'hui qui est, on va dire, sous le contrôle de ces groupes terroristes, même si le mozambicain a annoncé qu'ils ont repris une partie de la région. Est-ce qu'aujourd'hui, cette région de Cabo Delgado, c'est devenu un avant-poste des terroristes dans le pays ? Mais oui, c'est comme on le dit, il y a des ressources énergétiques. Et les terroristes, ils sont conscients que pour déstabiliser nos pays, il faut avoir une présence, c'est vrai, auprès des populations, mais également qu'il faut être présent dans les zones stratégiques, là où il y a le pétrole, le gaz, les minéraux. Ça intéresse ces terroristes. Ils savent que l'enjeu, c'est vrai, il est culturel, mais il est aussi économique. Donc toutes les zones où ils ont des possibilités de contrôler, ils vont y aller. Et le cas du Mozambique est assez net. Il y a la pauvreté, il y a la corruption, et la jeunesse, elle est abandonnée à elle-même. Ils profitent parfois, ces terroristes, de ces mouvements d'instabilité dans le pays, ces différents mots qui minent le Mozambique pour recruter, comme l'a dit notre ami Jocelyn. Alors face au terrorisme, le Mozambique a fait appel à de mercenaires, Albert l'a souligné tout à l'heure. Jocelyn, quelle analyse faites-vous de cette nouvelle stratégie du Mozambique ? Bon, moi, je ne les vois pas comme des mercenaires. Pour moi, les mercenaires appartiennent aux forces du mal, c'est-à-dire ils sont du mauvais côté. Et ils sont qualifiés comme tels au Mozambique. Non, mais moi, je les appelle comme le renfort. D'accord. Voilà, donc c'est un renfort que le gouvernement a eu à faire parce que l'armée mozambicaine a quand même connu des moments difficiles. L'armée mozambicaine a été restructurée et tout ça, mais il y a eu des failles. Et c'est sur ces failles-là que ces groupes-là ont su jouer. Donc maintenant, il faut un rapport. Et moi, je me dis que ce rapport-là, je l'encourage. Je l'encourage sous un autre prisme, c'est de ne pas aller voir des sociétés de sécurité, mais je l'encourage sous des accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres pays, avec peut-être des accords officiels avec les États-Unis, des accords officiels avec la Chine. C'est déjà fait, c'est fait avec les États-Unis. Et demander à ce que ces gouvernements envoient leur armée nationale venir, c'est non seulement pour les aider à récupérer, mais les aider aussi à les former et à les restructurer. Mais nous, comme M. Albert l'a dit, le problème, il y a la corruption qui est là. Il y a plusieurs problèmes qui sont sous-jacents. Et lorsque ces problèmes-là exposent, c'est que ces groupes-là ont su utiliser les failles qui sont présentes et pour pouvoir se refaire dessus. Donc je suis d'accord. Et même si le gouvernement mozambicain est allé chercher des sociétés ou des groupes privés, je pense que c'est parce qu'ils savent que les mécanismes étatiques prennent du temps. Parfois, il faut passer par le Parlement. Parfois, il faut passer... Donc, c'est l'urgence du moment qui a valu cette prise de décision. Et ça sous-entend quoi, Jocelyn, derrière? Que ça montrait quelque part aussi la faiblesse de l'armée mozambicaine? Si les armées nationales n'étaient pas faibles, ces gens n'allaient pas s'installer. Ils ont su exploiter les failles. Et souvent même, quand vous allez revoir, ces gens-là ont réussi à infiltrer les institutions sécuritaires du pays. Et parfois, ils ont parmi eux-mêmes des sympathisants. Par exemple, le cas du Nigeria où ces groupes-là vont jusqu'à menacer des gouverneurs ou bien des autorités du pays pour pouvoir avoir des informations. Donc, ils savent forcer. Ils ont des gens qui sont infiltrés dans l'appareil.
sécuritaires et dans les institutions de l'État qui leur relaient des informations. Donc, ça veut dire que c'est non seulement ils surfent sur les faiblesses existantes, mais en temps réel, ils connaissent ce qui se passe. Donc, on dit que bon, on va envoyer aujourd'hui une troupe gouvernementale pour mater la rébellion dans tel coin. Ici, il y a un de leurs éléments qui est là, il prend l'information, il les relaie, et puis les gars, ils bougent. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent maintenant. Donc, on revient sur l'attaque de Palma au Mozambique. Mon cher Albert, cette attaque, internationalisation du conflit au Mozambique? Oui, en tout cas, c'est fort possible. C'est fort possible que ce mouvement s'installe au Mozambique. Et je crois que la tendance qui se met en place, c'est que, on le disait au début de l'émission, il y a un phénomène d'expansion. Et on sait quelles sont les organisations qui sont derrière ces groupes. Maintenant, tout le monde le redoute. Tout le monde redoute que c'est le jour que ces organisations terroristes arriveront à avoir une seule organisation terroriste, l'international terroriste, ça va être terrible pour les pays africains. On n'est pas du tout préparé à cette perspective-là. Et je crois que peut-être avant que l'Afrique ne bascule dans cette violence terroriste, il faudrait réfléchir également sur les solutions endogènes. On a parlé des questions de défense, des questions de coopération, de renforcement des armées, mais je pense que aussi les populations ont une part de responsabilité et les États doivent se rapprocher des populations parce que le meilleur bouclier contre les terroristes sont les populations. Et ce sont des meilleurs canaux d'information en général, parce que oui, ils sont un petit peu au courant de tout, on va le dire ainsi. Oui, nous savons, comme j'ai donné l'exemple du Burkina Faso, ce mécanisme, on peut l'appeler l'alerte précoce, même si le mécanisme de l'alerte précoce implique une intelligence beaucoup plus avancée avec les drones, les satellites et tout, mais nous pouvons appeler par un peu abus de langage un mécanisme d'alerte précoce, c'est-à-dire que les populations qui sont là, ils se connaissent. Donc, chaque fois qu'il y a une personne qui arrive, on sait et on se renseigne sur la personne. Et si cette personne est un peu louche, on signale sa présence aux autorités. Moi, j'ai fait un pays d'Afrique du Nord qui est très très fort en renseignement. Et je vous assure que dès que à l'aéroport, le taxi qui me prenait pour me ramener à l'hôtel, ils m'ont posé des questions, mais toutes innocentes. Mais ils veulent déjà savoir qui je suis. Qu'est-ce que je suis venu faire dans leur pays? Et les premières questions qu'on pose, c'est d'où venez-vous et pourquoi vous êtes là? Donc, cette question essentielle-là, il les relaie. Et du coup, des fois, moi, il y a eu des fois où je prenais le taxi et le gars, il vient, il me dépose devant chez moi. Ou bien, il me dit, je lui donne l'adresse, je lui donne le nom du quartier. Et bizarrement, soit il me dépose devant chez moi, soit il me dépose devant d'autres personnes. Et une fois, j'étais à la maison, les gens ils sont venus me dire, j'avais un collègue qui avait des soucis dans le quartier, ils sont venus toquer à ma porte me dire, votre collègue, là, il a un souci, sortez l'aider. Donc, ça, c'est le renseignement civil. Et ce renseignement civil communautaire là, doit être renforcé. Et c'est ce renseignement civil qui a permis à ce pays aujourd'hui de pouvoir bouter le terrorisme hors de son territoire. Déjà, même quand on voit dans les statuts d'Afripol, qui est une institution de coopération policière de l'Union africaine, on parle effectivement de renseignement communautaire. Alors, Albert, ça veut dire quoi? Que le Mozambique aujourd'hui doit revoir sa stratégie de lutte contre le terrorisme, impliquer tout le monde? Je crois qu'il faudrait impliquer tout le monde, d'autant que c'est un pays qui a quand même une expérience politique. Les populations ont joué un grand rôle dans la guerre, dans les guerres de libération, dans la gouvernance. Le Mozambique fait partie d'un des rares pays qui jouit d'une expérience politique avérée en termes de participation des populations. Et je pense que ça, c'est un vécu que le gouvernement devrait cultiver pour arriver à faire de la lutte contre le terrorisme une affaire des populations. Mais maintenant, il ne faut pas, c'est vrai, il ne faut pas aussi se confiner seulement à une réponse nationale. Il faut s'ouvrir également aux autres pays. L'expérience des autres pays va être extrêmement importante et chacun de nos États doit se rendre compte qu'il doit fournir un effort local, mais également il faut renforcer l'unité de l'Afrique.
Renforcer l'unité de l'Afrique. Alors, 6 pays, 6 présidents de la communauté de développement de l'Afrique australe se réunissent en urgence à Maputo depuis hier pour plonger en tout cas sur les affrontements meurtriers des derniers jours au Mozambique. À quoi faut-il s'attendre au sortir de cette rencontre? Bon, tout principalement, moi je vois qu'il y a un schéma classique qui est là, ce que moi j'appelle une méthodologie de résolution. C'est-à-dire, tout d'abord, le tout sécuritaire. Le tout sécuritaire, c'est quoi? La première étape, c'est le tout sécuritaire, c'est-à-dire que mener des opérations conjointes antiterroristes qui consisteraient à réduire drastiquement le nombre de ces bandits de grand chemin. Ensuite, lorsqu'ils seront suffisamment affaiblis, il s'agira maintenant de venir leur proposer des pourparlers de paix. Une fois que ces pourparlers de paix avancent, on sort des lois d'amnistie. Et ces lois d'amnistie-là vont permettre au reste des membres qui sont là de pouvoir regagner la légalité. Et je m'attends un peu plus à ce que ce soit un chemin pareil qui soit dessiné par ces chefs d'État. Par contre, nous allons toujours arriver au nerf de la guerre, qui est l'argent. Donc, sûrement, il y aura un cadre très intéressant qui sera dessiné en partant des 3 points que j'ai cités, et les opérations antiterroristes, les négociations et l'amnistie, qui feront l'objet de débats et qui seront mises à l'œuvre. Mais pour mettre en œuvre toutes ces mesures-là, il faudrait quand même déployer un certain nombre de fonds, et c'est ce qui fait actuellement, ça rend encore plus difficile parce que nous sommes dans un contexte où la santé, nous sommes dans un contexte de pandémie. Donc, les États mettent plus les efforts à pouvoir privilégier à lutter la santé, contre la pandémie. Contre la pandémie que d'injecter de l'argent. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur tous les fronts. Donc, il y a une guerre sanitaire qui est là et puis il y a une guerre sécuritaire. Donc, allier les deux, effectivement, les efforts seront un peu réduits. Oui, et ça coûtera cher, évidemment, à ces pays-là. Alors, on l'a souligné au début, un accord a été paraphé entre les gouvernements mozambicains et américains qui prévoit la formation des forces locales par les soldats américains. Quelle appréciation faites-vous, Albert, de ce nouveau partenariat? Bon, a priori, le Mozambique est un pays indépendant, donc ils peuvent avoir des relations privilégiées avec les Américains. Mais toujours dans ces cas, je crois qu'il faut quand même être extrêmement prudent. Les Américains, ils ne feront jamais la guerre à la place des Mozambicains. Oui, comme on dit, et puis il y a quelque part aussi l'intérêt derrière aussi de l'Amérique. C'est des intérêts commerciaux, des intérêts culturels, des intérêts économiques. Bon, les États, c'est des monstres froids. Il faut avoir des relations de coopération diversifiées, mais je pense qu'il faut garder la souveraineté. La souveraineté, la décision militaire, la décision politique, la décision économique. Le Mozambique gagnerait quand même à préserver son autonomie. Alors le gouvernement mozambicain a annoncé et affirmé avoir repoussé les terroristes et repris la ville de Palma. Vous en pensez quoi? Bon, nous pensons que c'est leur effort qui a amené ce résultat. Donc, qu'ils aient eu un appui extérieur n'empêche pas de revendiquer cette victoire. Donc, c'est leur effort qui a. Ces gens-là qui sont venus en renfort ne sont pas venus faire du bénévolat. Donc, c'est leur effort. Il y a des instructions, il y a des choses qui ont été... Donc, moi, je pense que oui, il y a, vous savez, quand même un problème majeur que surtout les gouvernements oublient, c'est la sympathie des populations. Parce que quand il y a une opération antiterroriste, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ces groupes terroristes sont là, ils font des biens, ils essayent de pallier, parce que la nature a horreur du vide. Exactement. Donc, ils donnent un service minimum à ces populations que l'État n'arrive pas à assurer. Après un calcul minutieux et des fonds qu'ils reçoivent et de leurs différentes activités. Maintenant, une fois avoir gagné la sympathie de ces populations, ils se retournent et disent « Ah oui, donc quand ils viennent pour chasser,
Actuellement, il y a eu des morts, on dit qu'il y a ça sent la pourriture humaine et tout, les hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, il y a des déplacés. Ces gens-là, ils ont quitté chez eux. Ils vont en vouloir à qui? Lorsque ces terroristes étaient là, il n'y avait pas autant de désordre que lorsque l'armée nationale et ses alliés sont arrivés. Donc, moi, je crois qu'au-delà de cette revendication, il va falloir faire de leur mieux pour que les populations rentrent chez eux et qu'ils puissent quand même assurer le minimum vital pour ces populations-là. Minimum vital. Alors, le terrorisme, Albert, au Mozambique, c'est plus de 700 000 déplacés. Les évacuations se poursuivent encore. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés accuse la Tanzanie d'avoir repoussé des réfugiés mozambicains demandeurs d'asile. La solidarité africaine a-t-elle déménagé de la Tanzanie ? Ben, je crois qu'en tout cas, la Tanzanie montre qu'elle n'a pas les moyens. C'est ça qui est dramatique. Des populations paisibles, des populations qui ont toujours vécu ensemble, on les déplace vers d'autres frontières et les États ne compatissent même pas au sort de ces populations. Et c'est inadmissible quand même que la Tanzanie refuse de protéger des populations africaines. Je pense que ça... c'est un mauvais exemple de coopération. C'est des populations déplacées, c'est des populations démunies. Et on parle de solidarité africaine et malheureusement la Tanzanie n'est pas dans cette optique-là, vu la réaction. Oui, c'est l'égoïsme. Les pays souvent sont très égoïstes. Je crois que ce n'est pas seulement propre à la Tanzanie. Le problème, c'est, à mon avis, les États africains ne sont pas préparés aux catastrophes humanitaires. Jusqu'à présent, quand il y a des catastrophes, c'est les Européens qui courent pour soutenir l'Afrique. On n'a pas développé cette culture-là. Et pour les années à venir, je pense que les Africains ont intérêt quand même à mieux renforcer la société civile, mais également à mieux préparer les conséquences des conflits militaires. Parce qu'il y aura beaucoup de conflits et il y aura beaucoup de déplacements. Quand vous regardez les atrocités qu'il y a au Mozambique, la décapitation, les enlèvements, les tortures. Oui, parce que même les rescapés appellent à l'aide sur le plan psychologique, sûr, parce que ça a été très dur. Ils sont menacés. Quand vous êtes un État, la moindre des choses, c'est qu'il faut protéger les populations. Je pense que l'objectif central d'un État, c'est de protéger ces populations, les biens. La sécurité, elle est essentielle pour les populations. Vous êtes d'accord avec Albert, Jocelyn, protéger la population? J'ai un avis un peu, pas très contraire, mais un peu parallèle. D'accord, allez-y. Je dirais que dans ce cadre présent, nous parlons bien de terrorisme, nous parlons des gens qui ont acquis à leur cause des populations qui leur sont sympathiques. Et donc, sûrement, dans ces populations qui sont là, il y a quand même des membres parce qu'ils se fondent dans la masse. Quand les forces gouvernementales arrivent pour les opérations antiterroristes, les plus courageux sortent avec les armes, ils meurent, les armes à la main. Mais ceux qui disent que non, cette fois-ci, il faut qu'on se reconstitue, on se replie, mais ils fondent dans la masse. Donc, en refusant d'accueillir ces populations, moi je dirais plutôt que la Tanzanie joue à la carte, non seulement de dire que je n'ai pas assez de moyens, mais aussi d'accueillir tous ces déplacés, mais aussi parce que vous savez, c'est un pays... Mais que font les autres pays voisins? Que font les autres pays voisins? Allez-y. J'en arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si le problème allait se déplacer. C'est-à-dire que parmi ces gens-là, on ne sait pas qui est qui. C'est pas comme si c'est un conflit armé entre deux groupes ethniques et puis on protège un groupe ethnique et puis on laisse les autres. C'est une manière pour la Tanzanie de se protéger aussi des actes terroristes? Oui, moi je crois que c'est beaucoup plus une manière de se protéger. Restez chez vous, on vient vous aider chez vous. Peut-être que d'avoir des infiltrés dans le pays. Déplacez-vous, parce que vous savez que la Tanzanie, il y a beaucoup de musulmans aussi qui sont là-bas. C'est la présidente, elle est musulmane. Juste pour exemple. Donc, au lieu de laisser ces gens-là venir créer encore un autre problème, on préfère peut-être qu'ils restent chez eux ou bien qu'ils se déplacent dans d'autres régions paisibles de leur pays et qu'on vienne les aider. Vous avez le cas de l'Angola qui a refoulé des gens de la RDC Congo qui fuyaient plutôt des exactions dans notre groupe terroriste et des guerres tribales et tout ça. Donc, comme il le dit, c'est vrai, je le rejoins, il y a une incapacité, mais d'autre part aussi, c'est la carte de la prudence parce que vu la nature du conflit,
la Tanzanie ne peut pas s'hasarder à dire nous accueillons tout le monde et puis déplacer le problème et leur donner une base arrière. Parce que souvent, ils sont à cheval. Donc voilà, restez chez vous. On sait que vous avez un problème. Allez dans d'autres régions plus paisibles de chez vous. Nous viendrons vous aider. Albert, l'humanisme menacé par le terrorisme aujourd'hui? Oui, je pense que nos États perdent le sens de leur responsabilité. Hein. La personne humaine, quand elle est dans l'insécurité, qu'elle se déplace, elle arrive à des frontières. Le droit international exige que cette personne soit protégée. Maintenant, c'est vrai qu'on a des élites politiques qui ont tout abandonné. Je donnais l'exemple de l'islam. Bon, l'islam est présent en Afrique depuis le 7e, le 8e siècle. L'islam a cohabité avec les cultures africaines. L'islam a cohabité avec la culture occidentale. L'islam n'a jamais été un danger pour les Africains. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à Mamadou Sy Albert, analyste politique, d'avoir participé au débrief. Nous remercions également Jocelyn Djeria, analyste en paix et sécurité. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Et c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous dimanche prochain sur Médian TV Afrique. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.